La tendance de fond dont on parle depuis plusieurs années, mais pour laquelle beaucoup d'enseignes n'ont pas encore totalement fini leur transformation, c'est l'omnicanalité. Et donc, à la base, les ventes e-commerce ont commencé à prendre de plus en plus de place. Donc, il y a quand même un grand nombre d'enseignes qui ont, par exemple, des entrepôts dédiés depuis lesquels elles vont gérer les ventes e-commerce. Et là où tout le monde n'est pas encore au même stade, c'est sur la réconciliation entre le réseau de magasins physiques et cette partie e-commerce. Et finalement, au lieu de séparer les deux, de les réunir pour plein de raisons. Les temps sont entre guillemets durs pour beaucoup de secteurs. Par exemple, si je pense au prêt-à-porter, les tendances sont hyper compliquées. Donc il y a un besoin aussi de rentabiliser les mètres carrés des surfaces de vente. Savoir utiliser ces surfaces pour du e-commerce, c'est aussi une manière de potentiellement mieux faire tourner les stocks, ramener du revenu sur chacun des magasins. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémenté de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Dans le retail et le e-commerce, la qualité d'exécution des opérations est clairement une composante forte du succès. Et parmi les opérations clés, celles liées aux livraisons revêtent un enjeu tout particulier. C'est en effet la dernière étape du parcours client, celle par laquelle se conclut l'expérience d'achat. Par ailleurs, côté consommateur, la volonté de faire vivre les commerces de proximité est clairement une tendance de fond que nous pouvons observer. Alors comment ces commerces de centre-ville peuvent-ils résoudre l'équation vente en ligne et qualité de livraison ? C'est pour répondre à cette question, entre autres, que j'ai le grand plaisir de recevoir Marion Hatt, General Manager d'Uber Direct en France. Uber Direct, c'est la mise à disposition en marque blanche, auprès des commerçants, quelle que soit leur taille, de l'expertise technologique et du réseau de livreurs d'Uber Eats. Avec Marion, nous allons garder nos habitudes pour d'abord prendre un peu de hauteur et revenir sur le marché de la vente en ligne, en général, bien sûr, mais plus particulièrement sur les attentes des consommateurs en matière de services de livraison. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur d'Uber Direct afin de bien comprendre comment l'entreprise permet aux commerçants d'utiliser l'option Ship from Store. Enfin, nous conclurons en faisant un focus sur la simplicité de déploiement de la solution. Mais avant de commencer, Marion, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Cyril, de me recevoir sur le podcast. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, je suis ravi aussi. Du coup, pour me présenter rapidement, donc à la base, j'ai fait une école d'ingénieur plutôt généraliste. Et puis ensuite, assez vite, je me suis tournée vers des sujets plus e-commerce. Donc, j'ai commencé à travailler chez Jumia, qui est l'équivalent d'Amazon en Afrique. Ça, on est en quelle année quand tu es diplômé que tu pars ? On est en 2014. Ok. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ça ne me rajeunit pas. Il y a 10 ans, tu pars en Afrique. Exactement, j'étais au Kenya. Hyper intéressant comme expérience. C'était un marché en très forte croissance avec pas mal de problématiques opérationnelles assez différentes de celles dont on pourra parler sur le marché français, mais de la livraison où les gens payent par exemple beaucoup à la livraison, potentiellement en liquide. Donc il y a du transport de liquide à prévoir, plein de problématiques pour faire arriver les produits
jusqu'au Kenya à bon port. Parce que Jumia, la proposition de valeur, c'est laquelle? C'est une marketplace? C'est une marketplace, exactement, qui vend tout, de l'électronique, de l'électroménager, avec des vêtements. Commerçants africains ou mondiaux, européens? Des deux, mondiaux. On avait beaucoup de partenaires en Chine, à Dubaï, internationaux, et aussi locaux, évidemment, les deux. Jumia, c'est une initiative qui vient de quel pays? Alors, ça a été fondé en France, et ça faisait partie du groupe Rocket Internet. Allemand? Allemand, exactement. Ok. Tu restes combien de temps chez Jumia? À peu près 1 an et demi. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que en fait, en 1 an et demi, dans un pays africain, à faire du e-commerce en Afrique, c'est une expérience qui est unique. J'en ai peu rencontré des comme celle-ci. Qu'est-ce que tu retiens? Le côté vraiment très opérationnel, tu vois, le fait de vraiment au jour le jour, prendre des actions, voir rapidement l'impact, le côté très test and learn dans un contexte de grosse croissance avec beaucoup d'objectifs, le fait de construire des choses. Moi, je m'occupais beaucoup de la partie commerciale. Je faisais beaucoup de négociations avec du coup des fournisseurs et des marques, notamment localement, qui s'attendaient pas toujours à négocier avec une nana blanche d'une 20aine d'années. Donc ça leur faisait un peu bizarre quand j'arrivais. Donc c'était assez intéressant de challenger un petit peu leurs a priori et puis finalement construire une relation qui ensuite marchait bien et leur permettait d'avoir pas mal de ventes et pas mal de croissance pour leur business. Tu le disais, le paiement est justement souvent la livraison en liquide. Effectivement, dans les pays africains, le taux de bancarisation n'est pas très élevé. D'ailleurs, le paiement par téléphone est quelque chose qui fonctionne très bien. Oui, exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, j'allais corriger ce que je disais parce que notamment au Kenya, il y a le M-Pesa qui était très développé et donc le paiement par téléphone qui était aussi un peu le second moyen de paiement qui permettait d'avoir un paiement plus fiabilisé en termes de fraude. Sur le paiement, effectivement, c'est quelque chose d'important. L'assortiment aussi, on parlait en introduction des opérations. La livraison, comment ça se passe en Afrique? Il y a un réseau qui permet de donner satisfaction? Est-ce qu'il faut construire quelque chose from scratch? On le faisait en propre, ouais. C'était vraiment une des expertises, on va dire, de la boîte, d'avoir construit tout le réseau logistique, à la fois amont, les entrepôts et ensuite toute la livraison jusqu'au client final. Il y avait des enjeux d'adresse? Oui, parfois. La fiabilité des adresses n'était pas toujours au rendez-vous. C'est sûr que c'est pas toujours structuré avec exactement une rue et un numéro de la même manière qu'en France, mais au final, les gens se débrouillaient plutôt bien pour se retrouver. Et vous livriez donc tout type de produits, ce qu'on qualifie de messagerie ou de hors gabarit aussi. On parle d'électroménager. Oui, aussi du très volumineux. On vendait beaucoup de frigos, de télé, beaucoup d'électroménager. Il est possible en Afrique de faire une gestion des retours comme ça existe en Europe? C'est une très bonne question. Tu me poses un peu une colle. Je me rappelle plus du tout de la manière dont on gérait les retours et si typiquement il y avait les 14 jours. Enfin, je pense que oui. Je pense qu'il y avait. Ça commence à dater un peu. Ça fait 10 ans. Mais oui, j'imagine qu'on gérait aussi les retours. Mais alors, pour être franche, j'en ai plus aucun souvenir. Bon, c'est pas grave. Tu reviens avec cette expérience en France? Oui, tout à fait. Ensuite, en 2016 15-16 un truc comme ça. 2000, ouais, c'est ça. Tout début 2016, du coup, je démarre chez McKinsey, exactement. Là, c'est quand même pas exactement la même histoire, là. Non, c'est pas exactement pareil, mais en fait, il y a quand même des similitudes, finalement, dans le fait de devoir réfléchir vite, rentrer assez vite dans des sujets nouveaux qu'on maîtrise pas. Le contexte business est carrément différent. Oui, le contexte business est très différent, je te l'accorde. Qu'au Kenya, non? Un peu plus, ouais. Tout à fait. Pourquoi tu arrives chez McKinsey? Je trouvais ça intéressant de pouvoir explorer finalement plein de sujets, de pouvoir continuer à me former en étant exposée à différentes industries. Alors d'ailleurs, je dis différentes industries, au final, je me suis assez vite spécialisée dans tout ce qui est grande distribution, consumer goods, retail. Mais disons qu'au sein de cette industrie-là, j'ai vraiment vu plein de sujets différents, des sujets de strat, des sujets d'opération, des sujets d'organisation, des sujets de croissance, des sujets à l'inverse de réduction de coûts, enfin vraiment de tout. Et donc c'était hyper intéressant de finalement voir tous ces sujets-là en quelques années. T'es resté combien de temps? 5 ans. Alors je te pose la question que j'aurais dû te poser initialement. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'issue de ton diplôme, tu décides de partir chez Jumia, puisqu'il est souvent
on voit souvent les jeunes diplômés rentrer dans les cabinets de strat comme Mac et après rentrer dans une opération, dans un job plus opérationnel. Et tu as fait un peu l'inverse. Enfin, ou du moins, tu as inscrit entre tes études et McKinsey une expérience très opérationnelle. Pourquoi ? Alors, si tu veux le détail exact, j'avais fait un stage chez McKinsey avant d'aller chez Jumia, donc j'ai fait un petit peu un sandwich. Ouais. Mais en effet, à la base, Jumia, c'était mon stage de fin d'études. Je trouvais ça hyper cool d'avoir une expérience très concrète, très opérationnelle, très terrain avant de retourner chez McKinsey. Et puis au final, comme j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai prolongé un peu et je suis restée finalement plus que juste pour un stage. Mais c'est vrai que je me suis aussi rendu compte à un moment que je devais beaucoup apprendre par moi-même chez Jumia. Il y avait finalement peu de process qui étaient déjà établis. Enfin, on faisait tout un peu comme ça. Tu n'avais pas un mentor ou un patron qui était là pour un peu driver tout ça? Il fallait y aller avec son couteau suisse et un peu tout faire? Un petit peu, ouais. Ok. Exactement. Ok, donc je comprends maintenant l'articulation qui te fait arriver chez Mac. Tu restes 5 ans. Effectivement, tu l'as dit, souvent, quand on est en cabinet de strat, on vient peaufiner finalement l'apprentissage académique qu'on a pu avoir. Tu as commencé à rentrer dans des spécialités de retail. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est quoi les outils avec lesquels tu pars au bout de 5 ans qui te serviront par la suite et j'imagine qui continuent à te servir aujourd'hui? Je pense que c'est des méthodes en fait de travail et un mix de soft skills, mais sur la partie méthode, je dirais c'est la priorisation. Enfin, vraiment, c'est indispensable en conseil de savoir prioriser pour survivre entre guillemets. Mais du coup, ça donne finalement une capacité à identifier quels sont les sujets sur lesquels il faut passer du temps, quels sont ceux à l'inverse sur lesquels ça sert à rien de passer du temps. Qui est hyper utile dans n'importe quel business ensuite, notamment des business en hyper croissance où souvent on manque de ressources, on n'a pas les équipes de la taille qu'on aimerait avoir pour faire tout ce qu'on veut faire, et donc avoir finalement ce réflexe de en permanence prioriser ce qu'on fait et passer son temps sur les choses qui apportent le plus de valeur, c'est vraiment quelque chose que j'ai du coup beaucoup expérimenté chez Mac. Je pense aussi la capacité à rentrer rapidement dans des sujets qu'on maîtrise pas, puisqu'on se retrouve finalement toutes les quelques semaines sur un nouveau sujet, chez un nouveau client, dans un nouveau contexte, et il faut assez vite se faire une conviction, rentrer dans le sujet, apprendre des nouvelles choses. Donc ça développe une sorte de gymnastique intellectuelle à rentrer très vite dans des nouveaux sujets. Et puis sur la partie plus interaction humaine, le fait d'être dans des entreprises finalement assez variées, d'interagir avec plein de fonctions différentes, plein de personnes différentes en termes de seniorité, en termes d'expérience, en termes d'âge, etc. Ça permet aussi de finalement beaucoup plus travailler toute cette partie relations humaines et de travailler avec des personnes hyper variées. Donc c'était aussi hyper enrichissant de ce point de vue-là. Je comprends. Qu'est-ce qui a motivé ton départ pour rejoindre, si je ne dis pas de bêtises, Cajoo? J'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus opérationnel, de finalement passer un petit peu de l'autre côté de la barrière et de voir beaucoup plus l'impact de mes recommandations. Enfin, d'ailleurs, justement, de ne pas formuler des recommandations, mais plutôt de faire et de mettre en œuvre. Et donc, d'aller sur quelque chose où j'aurais vraiment les mains dans le cambouis. Et du coup, chez Cajoo, j'ai été servie puisque j'étais la deuxième employée. Donc, je suis vraiment arrivée au tout début. Quel était ton rôle? T'es resté combien de temps chez Cajoo? Je suis restée du début à la fin de Cajoo, donc 15 mois, puisqu'ensuite on a été racheté par Flink et je suis partie à ce moment-là. Et je m'occupais de toute la partie commerciale. Donc en gros, initialement toute la définition de notre assortiment, la mise en place aussi de notre chaîne logistique d'achat, donc tous les produits qu'on vendait sur Cajoo, toute la partie aussi pricing, promo, et puis de manière un peu plus large, tous les streams de revenus qu'on a pu développer ensuite avec par exemple le partenariat qu'on avait avec Carrefour, on opérait pour eux Carrefour Sprint, donc c'était hyper varié, hyper intéressant, j'ai beaucoup appris aussi. Et c'était assez passionnant de monter un business de zéro. On comprend bien tout ce que tu as appris. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le quick commerce qui, clairement, a disparu de nos rues? Ou du moins, pas du tout dans la même forme. En fait, je pense que je suis forcément un peu biaisée déjà, puisque j'ai fait partie du quick commerce en France, donc j'ai forcément un attachement à ce marché
un peu émotionnel. Mais en soi, si j'essaye d'être factuelle, la France, c'est un marché où il y a eu énormément d'acteurs. Et donc ça démontre quand même quelque chose qui était que initialement, c'est un marché qui se prêtait très très bien en quick commerce. Je pense qu'on a été plus de 10 à un moment à opérer et je pense qu'il y a assez peu de marchés où il y a eu 10 acteurs qui sont vraiment venus, qui ont monté des opérations, qui ont mis du cash en se disant c'est un marché où on veut opérer. Une des raisons derrière ça, c'est que typiquement Paris, c'est une des capitales les plus denses, c'est-à-dire qu'en termes de population au mètre carré, on était une des villes finalement les plus éligibles au quick commerce. Et donc tout le monde est venu et tout le monde a mis énormément d'argent. Et ça a un peu cassé un marché qui en fait avait énormément de potentiel parce que du coup on était beaucoup trop nombreux pour ce marché. Et donc tout le monde s'est un petit peu épuisé à faire énormément de promos. Ce qui a aussi un peu, du point de vue consommateur, ça casse souvent un marché. Quand on met trop de promos, c'est un peu comme se faire une guerre des prix. Ça finit par casser aussi le marché parce que du coup le consommateur associe ce marché à une espèce de vaste blague où on peut faire ses courses gratuitement avec des milliers de vouchers toutes les semaines. Mais en fait, initialement, je crois que c'est toujours vrai, c'est un marché qui fondamentalement avait l'opportunité d'exister et de réussir en France. Et puis après, il y a eu un peu un deuxième élément contextuel qui a été toute la partie réglementaire où fondamentalement le contexte réglementaire en France n'a pas voulu être favorable au quick commerce pour des raisons qui sont, pour certaines aussi très légitimes. Hein. Bien sûr que toute la partie nuisance dans les centres-villes, c'est quelque chose à prendre en compte. Bien sûr qu'il fallait que ce soit encadré. Et je pense à nouveau le fait qu'on ait été très nombreux n'a pas aidé, puisque du coup, ça a peut-être un petit peu été hors de contrôle à un moment. Mais du coup, c'est dommage parce que ça a un peu tué dans l'œuf finalement un marché qui, de mon point de vue, avait un potentiel et qui est devenu très compliqué à opérer en France. Oui, je suis bien d'accord. Et il y a eu des questions de modèle économique aussi. Tu l'as souligné en filigrane avec ces vouchers. Finalement, être livré en 10, 15, 20, 25 minutes, parce que finalement, la promesse s'est un peu allongée au fur et à mesure des mois qui passaient pour... finalement, pas grand-chose. C'était moins cher de se faire livrer que d'aller au Franprix ou au Monoprix en bas de chez soi. Et c'est là tout le problème, parce qu'en fait, je pense que le consommateur aurait été prêt et est prêt à payer pour un service de qualité. Mais du coup, comme il y avait finalement cette concurrence très féroce entre plein d'acteurs, elle s'est beaucoup jouée sur les prix, alors que finalement, si on avait été moins nombreux, moi je pense que l'équation économique du quick commerce, elle peut tenir à partir du moment où, c'est un jeu d'échelle, donc il ne faut pas être 10 sur le marché, parce que ce n'est pas non plus un marché infini, et 2, où on fait payer aussi le juste prix au consommateur, c'est-à-dire un service à un prix. Et ça, d'ailleurs, si on sort un petit peu du sujet quick commerce, de manière plus large, le consommateur est prêt à payer pour une livraison de qualité. Et donc, typiquement, sur des courses, une livraison de qualité, ça peut vouloir dire être en effet livré rapidement. Et tu l'as souligné, rapidement, c'est pas forcément 10 minutes, qui était un peu une promesse d'appel du début. C'est grosso modo moins de 30 minutes, qui est un peu la durée, un peu cible à partir de laquelle ça devient long. Être une livraison de qualité sur du non-alimentaire, c'est par exemple être livré sur un rendez-vous. Donc, pour chaque type de produit, le conso va définir ce qu'est la livraison idéale. Mais ensuite, une fois qu'il a un service de qualité qui lui convient, il est fondamentalement prêt à payer. C'est aussi ce que révèle une étude qu'on a fait avec Uber Direct, avec Ipsos l'an dernier, où beaucoup de consommateurs se disent prêts à payer un premium pour une livraison de qualité, mais à condition qu'elle soit vraiment de qualité et que la promesse soit respectée. On va revenir en détail sur le marché, mais avant ça, tu finis par intégrer il y a 2 ans Uber Direct. Uber Direct, comme je disais en introduction, est une filiale ou un spin-off de Uber Eats, ou c'est une extension, comme on dit? Je sais, comme on veut, c'est une marque, disons, sous laquelle on met à disposition, du coup, à la fois notre technologie et nos opérations pour tous les e-commerçants. On voit bien le rapport qui s'articule entre Cajoo, ton expérience chez Cajoo, et l'arrivée chez Uber Direct. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici et quelle était ta lettre de mission en arrivant ? Ce qui m'a motivée, c'est de continuer à construire des choses. Je pense que, le côté e-commerce, livraison, qui du coup est aussi un secteur qui me passionne et qui a été un peu le fil rouge de toutes mes expériences professionnelles.
Du coup, Uber Direct, quand j'ai rejoint, c'était une offre qui avait été lancée très récemment en France, qui était un peu du coup le prochain pari d'Uber. Enfin, pari n'est même pas le bon mot parce que pour le coup, il y a une conviction forte que c'est un marché à la fois qui a du potentiel et sur lequel Uber a une légitimité pour jouer. Mais du coup, il y avait une ambition de faire d'Uber Direct finalement la prochaine branche d'Uber qui générera autant de revenus que Uber Rides au début, puis Uber Eats et du coup maintenant Uber Direct. Donc il y avait cette idée de prendre un business qui était encore naissant dans ce marché et de le monter finalement. Et c'est un peu le meilleur des deux mondes, enfin le meilleur des deux mondes, par rapport à mon expérience chez Cajoo, où c'est sûr que nos lendemains étaient assez incertains tous les jours. Là, il y a le confort de lancer quelque chose au sein d'une boîte dont les opérations sont déjà à l'échelle, avec aussi sur la partie technologique, on a des centaines de personnes qui travaillent sur nos algos et notre tech. Donc évidemment qu'avoir Uber derrière soi pour lancer ce genre de business, c'est hyper rassurant et c'est hyper confortant. Et en même temps, il y avait quand même ce mandat de lancer quelque chose d'ambitieux, avec des objectifs de croissance et finalement de construire beaucoup de choses parce que Uber n'est pas une boîte très B2B à la base et donc on ne savait pas opérer Uber Direct au début, quoi. Bon, écoute, merci pour cette introduction, merci pour nous avoir détaillé ton parcours professionnel. On comprend pourquoi aujourd'hui tu occupes ce poste-là. Je le disais, on va faire une petite pause sur le marché. Le marché, c'est pas que celui de l'alimentaire, même si Uber Eats est fortement connoté avec la distribution alimentaire, restaurants et courses. Comment, du poste qu'est le tien, tu observes les évolutions en cours dans la vente en ligne en général, dans le commerce en général. Puis on fera après un focus, et même si pour aller un peu plus loin avec les réponses que tu as apportées sur les enjeux de livraison. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu l'as dit, Uber Eats à la base est très connoté à la partie alimentaire, donc repas et courses. Donc peut-être qu'on peut commencer par les tendances sur ces marchés-là et puis après élargir sur la partie non alimentaire et vraiment sur le e-commerce en général. Sur la partie restauration, une tendance il y a plusieurs tendances. Je pense qu'il y a une tendance qui a notamment été accélérée par le Covid, c'est que finalement tous les restaurateurs, même les plus petits, même les indépendants, se mettent à la livraison. Et ça concerne du coup pas uniquement les chaînes, mais vraiment tous les restaurateurs. Donc ils ont adapté leur menu, déployé des formats qui sont livrables. Une deuxième tendance qui est vraiment en train de s'accélérer, c'est l'envie d'avoir son canal de livraison en propre, et donc de ne pas s'appuyer uniquement sur les plateformes telles qu'Uber Eats, mais d'avoir aussi sur son site la possibilité de livrer ses clients en direct, avec plusieurs raisons derrière, l'envie d'avoir finalement la donnée client en direct et de vraiment maîtriser sa base de clients, l'envie aussi de déployer des stratégies de fidélisation à travers les différents canaux d'achat et donc d'avoir une cohérence sur tous les touchpoints, que ce soit en physique, en click and collect, en livraison, avec du coup la possibilité d'animer sa base client de manière omnicanale. Et puis... Oui, j'ai perdu le fil de ce que En fait, ils ont aussi probablement comme velléité de préserver une partie de leur marge. En étant sur Uber Eats, c'est une marketplace, donc forcément, il y a une mise en avant du restaurant contre une partie financière. Alors, c'est vrai que c'est souvent un a priori qu'ils peuvent avoir, et puis assez vite ils se rendent compte que quand typiquement ils lancent leur canal en propre, ça a un coût d'amener du trafic sur son site, et donc notamment pour des plus petits restaurants, ou que ce soit des petites chaînes ou des indépendants, pour le coup le fait que le faire en direct soit moins cher et pas évident, puisque concrètement sur Uber Eats, la commission a vocation à financer l'acquisition client et la livraison. Sur Uber Direct, en effet, on leur facture que la livraison, mais du coup, il reste toujours l'acquisition client qui doit bien se faire d'une manière ou d'une autre et qui n'est pas gratuite. Après, ils ont
quelque part un peu plus de contrôle en effet, puisque sur leur canal en propre, c'est finalement eux qui vont choisir typiquement comment ils veulent répercuter les frais de livraison au client final. Donc je dirais qu'ils ont un peu plus de liberté pour tester leur modèle économique, mais c'est pas forcément un modèle économique simple et hyper rentable de base pour autant. Élargissons le sujet aux autres types de commerce de proximité. On parle des restaurateurs, effectivement, sont les premiers à avoir utilisé une solution comme celle d'Uber Eats. Mais de façon plus globale, comment fonctionne le commerce de centre-ville, le commerce de proximité ? Je ne sais pas quels sont les termes les plus précis pour les décrire, mais je crois que tout le monde comprend de quoi on parle. Comment tu vois se dessiner l'avenir de ce type de commerce ? Il y a eu le Covid, maintenant il y a l'inflation, il y a plein d'éléments conjoncturels qui viennent un peu rabattre les cartes. C'est quoi ta perception des choses ? Oui, mais tout à fait, tu as raison. Si on élargit, je pense que la tendance de fond dont on parle depuis plusieurs années, mais pour laquelle beaucoup d'enseignes n'ont pas encore totalement fini leur transformation, c'est l'omnicanalité. Et donc, à la base, les ventes e-commerce ont commencé à prendre de plus en plus de place. Donc, il y a quand même un grand nombre d'enseignes qui ont, par exemple, des entrepôts dédiés depuis lesquels elles vont gérer les ventes e-commerce. Et là où tout le monde n'est pas encore au même stade, c'est sur la réconciliation entre le réseau de magasins physiques et cette partie e-commerce. Et finalement, au lieu de séparer les deux, de les réunir pour plein de raisons. Il y a des raisons les temps sont entre guillemets durs pour beaucoup de secteurs. Par exemple, si je pense au prêt-à-porter, les tendances sont hyper compliquées. Donc il y a un besoin aussi de rentabiliser les mètres carrés des surfaces de vente. Savoir utiliser ces surfaces pour du e-commerce, c'est aussi une manière de potentiellement mieux faire tourner les stocks, ramener du revenu sur chacun des magasins, plutôt que de vraiment se cloisonner les deux et qu'en fait la croissance du e-commerce se fasse au détriment... Tu parles du commerce unifié. Exactement. Il y a plein d'enjeux derrière. Quand c'est un réseau de franchisés, typiquement, ça veut aussi dire qu'il faut savoir réallouer les revenus du e-commerce et les repartager avec le réseau, notamment si du coup il y participe. Et donc ça, c'est cette grosse tendance, notamment du ship from store. Mais d'ailleurs, ça va plus loin que le ship from store, parce qu'au-delà de préparer en magasin des commandes qui vont ensuite être livrées, ça peut être aussi des échanges de stocks entre différents magasins. À l'inverse, quand le client va en magasin, si le produit n'est pas là, être capable de faire appel à du stock e-commerce et de faire du coup une commande depuis le magasin en direct avec le client. Il y a tout ce qui va être click and collect et e-réservation pour faire venir les clients en magasin. Donc il y a vraiment plein de briques, et du coup la brique du ship from store qui va être de s'appuyer sur les stocks magasins pour faire de la livraison, c'est une d'entre elles. L'avantage de faire ça, c'est que ça permet d'utiliser le stock au plus proche du client. Donc finalement, quand le client commande en ligne, au lieu de faire venir le produit depuis un entrepôt qui potentiellement est assez loin de lui, alors que peut-être que le produit est déjà surstocké dans un magasin de proximité, va être capable d'utiliser ce stock-là pour livrer le client. Et puis ça permet aussi, en termes d'expérience client, d'avoir une promesse de livraison plus courte, plus rapide, plus flexible, puisque du coup on va pouvoir faire une livraison vraiment du dernier kilomètre entre le point de vente et le client final, au lieu d'avoir quelque chose qui part de loin et qui du coup arrive dans quelques jours sans forcément trop savoir quand ça va arriver. Là, tu viens de décrire des sujets portant sur l'offre. Côté demande, quelles sont les analyses que tu peux avoir, les convictions que tu peux avoir? La FEVAD a présenté les chiffres du e-commerce pour 2023 avec une baisse, si je ne dis pas de bêtises, de 2 ou 3% de la vente de produits. Si au global, le e-commerce croît de 10%, c'est tiré principalement par les services. Alors les services, ça ne se livre pas. Il y a donc une tendance plutôt flat ou un peu à la baisse. En France, c'est observable dans les autres pays européens aussi, plus ou moins marqué. Je crois que c'est une baisse qui est plus forte au UK, qui est un peu plus faible en Allemagne, mais c'est quelque chose qu'on observe un peu partout. Donc justement, le consommateur, il est au centre des préoccupations de tout le monde, il doit être au centre des tiennes aussi, puisque même si tu as un service qui est en B2B, in fine, c'est bien parce qu'il y a des consommateurs au bout de la chaîne que ça fonctionne ou pas. Comment tu vois les choses se dessiner pour 2024/2025 ? En effet, tu as raison. C'est sûr que la demande, elle est pas en hyper croissance en ce moment. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'elle devient sélective et exigeante, puisque finalement, les consommateurs ont le choix
entre beaucoup d'options, beaucoup d'enseignes, et entre potentiellement plus d'offres que la demande disponible. Et donc ça veut dire qu'il faut s'adapter encore plus aux attentes précises des consommateurs pour être capable de tirer son épingle du jeu et de trouver de la croissance. Finalement, c'est un peu dur, mais le malheur des uns fera le bonheur des autres, parce qu'en fait, là, on regarde en moyenne le marché, mais évidemment qu'au sein du marché, il y a toujours, ensuite, quand on démoyennise, des gagnants et des perdants. La cosmétique, typiquement, est gagnante. Exactement, donc il y a des industries et des secteurs qui sont en effet plus porteurs que d'autres, mais même au sein d'une industrie, quelle que soit sa tendance moyenne, il y aura toujours des enseignes qui vont se démarquer, parce que justement, elles vont apporter plus de services, elles vont répondre plus finement aux attentes des consommateurs, et donc elles vont être capables de concentrer la conversion et la demande sur elles. Bon, merci pour ton analyse du marché. C'est toujours intéressant d'avoir une professionnelle nous décrire les choses, et puis finalement, tu me confortes dans l'analyse, parce que je partage tout à fait tes propos. Là-dedans, Uber Direct a une proposition de valeur. Tu as commencé à la décrire. Est-ce que, quelque part, tu pourrais la pitcher pour un commerçant qui nous écouterait? Tu la décrirais comment? Déjà, si tu me permets, du coup, je vais repartir des attentes des clients, puisque tu l'as dit, on est un acteur B2B, mais on n'existerait pas si nos clients n'avaient pas eux-mêmes des clients. Et du coup, on a fait une étude l'an dernier avec Ipsos pour un petit peu factualiser les intuitions qu'on avait déjà et regarder quelles étaient les attentes précises des consommateurs en matière de livraison. Et la livraison, comme tu le disais, c'est vraiment un moment essentiel de l'expérience d'achat, à la fois parce que c'est ce qui conclut l'expérience d'achat, mais aussi parce que ça intervient à la toute fin, au moment du check-out. Si on veut finalement convertir un client et qu'il fasse son achat, il faut qu'il y ait une option de livraison qui lui convient. Donc ça intervient aussi au début, et c'est aussi un vecteur de conversion de proposer les bonnes options de livraison. Ce que les consommateurs du coup plébiscitent, c'est assez simple, ça se résume en de la fiabilité, de la flexibilité et de la rapidité. Donc rapidité, c'est quand même cette tendance de fond de vouloir être livré plutôt plus vite que plus tard. Ça ne veut pas forcément dire en moins de 10 minutes, je te rassure, mais ça peut vouloir dire le jour même pour certains produits, ou alors le lendemain pour d'autres, mais en tout cas pas dans une semaine. Et entre plusieurs options, les consommateurs vont quand même choisir plutôt un site qui propose de la livraison plutôt rapide. La fiabilité, il y a plein de choses derrière. Il y a déjà le respect de la promesse et du créneau, c'est-à-dire que le consommateur, il veut avoir le choix. C'est beaucoup plus pratique de choisir quand on va être livré que de ne pas savoir et de recevoir a posteriori l'information que le livreur passera demain entre 8h et midi, on ne sait pas trop quand, et en fait demain on est au bureau, donc on n'avait pas prévu d'être chez soi. Et d'ailleurs ça c'est l'annonce, mais ensuite même si du coup on s'arrange pour être chez soi, ça arrive que finalement le livreur ce soit 13h ou pire qu'il ne se soit rien passé et qu'on trouve un avis de passage ensuite dans sa boîte aux lettres. Donc je pense qu'il y a une demande de fiabilité et donc de pouvoir choisir un créneau et qu'il soit respecté. Ça paraît basique, mais en fait c'est quasiment du luxe de pouvoir choisir de se faire livrer sur rendez-vous. Et donc c'est vraiment ça notre proposition de valeur, c'est de permettre au consommateur final de sélectionner son horaire sur un créneau assez restreint d'une 30aine de minutes. Donc typiquement je passe commande aujourd'hui et je choisis de me faire livrer demain entre 18h et 18h30. Donc c'est vraiment une prise de rendez-vous avec son livreur. La fiabilité, c'est aussi être certain que son produit va arriver, notamment quand on achète des choses un peu chères. On a quand même envie d'être sûr que ça va arriver sans être abîmé, qu'il y a une sorte de fiabilisation de la livraison. Et ça, d'ailleurs, c'est une demande des consommateurs, mais aussi des commerçants qui ont besoin d'avoir une preuve que la livraison a bien eu lieu. Comme ça, s'il y a une réclamation ensuite ou un souci ou un litige, ils ont quelque chose de formel, ils ont une sorte de preuve de livraison. Donc typiquement, on va avoir un certain nombre de preuves de livraison, comme des codes PIN qu'on peut envoyer au client final qui va remettre au livreur, ce qui permet de vraiment factualiser que la livraison a bien eu lieu. Et puis, il va y avoir toute la partie suivi, expérience pendant la livraison, où les consommateurs sont quand même en demande d'informations. Donc, ils ont envie de pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe, de recevoir des informations. C'est quelque chose qui aide aussi les commerçants. Ça réduit typiquement le taux de contact au service client. Ça réduit la sensation de retard, parce que le retard, il est aussi parfois juste en perception. C'est-à-dire qu'en fait, le livreur est là à l'heure, mais comme le client a attendu, il n'avait pas trop d'infos, il ne savait pas, il commence à s'impatienter et potentiellement il contacte le service client alors qu'en fait sa livraison est dans les temps. Tu sais qu'à Londres, ils ont calmé
les passagers du métro qui en pouvaient plus des délais des métros en indiquant juste l'heure à laquelle le métro allait arriver. C'était toujours aussi lent, mais au moins il y avait l'information. Bah voilà. C'est un peu le même principe psychologique. Ça veut dire, si je comprends bien, que ce que tu viens de décrire est le service qui existe déjà et que, en tant que consommateur, moi je connais avec Uber Eats. Là, tu le déclines pour une chaîne de magasins, pour un commerçant indépendant, avec la même expérience. C'est-à-dire que le consommateur qui a acheté une paire de chaussures dans un magasin de chaussures va pouvoir tracer sur son mobile, comme avec Uber Eats, le livreur qui arrive jusque chez lui, soit parce qu'il a demandé à être livré immédiatement, soit pour le créneau qu'il a inscrit au moment de sa commande. C'est ça ? Oui, exactement, c'est ça. Il va pouvoir en effet suivre sur une interface assez similaire. Alors on va se mettre dans l'univers de la marque, donc pour le coup ça c'est l'idée de la marque blanche. L'idée n'est pas de ramener les consommateurs sur l'application Uber Eats en tant que telle, mais plutôt d'utiliser la même technologie de suivi et de la mettre à disposition du coup du site en question. Peut-être quelque chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est un de nos points différenciants, c'est qu'on est présent vraiment partout en France. On couvre plus de 360 villes, donc ça représente plus de 80% de la population urbaine, et ça veut dire que du coup pour une enseigne, elle a la garantie de pouvoir offrir le même service à tous ses clients partout en France, qui est aussi du coup hyper appréciable, parce que quand on a un site e-commerce, on a envie d'avoir des options de livraison pour tout le monde et pas juste dans quelques grandes villes. Oui, bien sûr. Le système, justement, il s'embarque facilement. C'est une flotte, et là tu parlais de la présence géographique dans 360 villes en France. Derrière, c'est une flotte de combien de livreurs? Comment? Enfin, donne-nous un peu les moyens qui sont mis à la disposition, finalement, des commerçants qui utilisent Uber Direct. Donc on est partenaire avec des dizaines de milliers de livreurs. À titre illustratif, on a plus de 65 000 livreurs qui font des livraisons chaque semaine et qui sont du coup actifs chaque semaine sur la plateforme. Donc c'est vraiment une force de frappe assez phénoménale en termes de disponibilité livreur. Et ça garantit aussi le fait que finalement chaque demande qu'on nous fait sera honorée, et qu'on n'a pas de souci de disponibilité, il n'y a pas de créneau où on dit là on peut plus. Enfin techniquement on peut à peu près tout le temps livrer partout. D'ailleurs les plages horaires c'est quoi ? C'est 24 heures sur 24 dans les plus grandes villes et c'est grosso modo 7 heures, 1 heure du matin partout. Partout. Comment en fait ça fonctionne d'un point de vue business model pour le commerçant qui a finalement intéressé de déployer ce système-là? Il va devoir payer des setup fees, il y a un prix dégressif en fonction des volumes. Comment ça fonctionne ? Donc il n'y a aucun frais de mise en œuvre ou d'abonnement, il n'y a vraiment aucun frais fixe, c'est vraiment purement à la demande. Donc le commerçant qui a envie d'utiliser Uber Direct va uniquement payer pour les livraisons qu'il va demander et qu'il va utiliser. Et après la tarification de chaque livraison, c'est une tarification qui varie en fonction de la distance. Donc plus la course est courte, plus le prix est faible, puisque c'est homogène à la rémunération du livreur. C'est quoi les plus grandes distances qu'on peut parcourir avec un livreur Uber Eats ? En général, on va aller sur maximum 10 km de rayon autour d'un magasin. Et puis après, ça dépend un petit peu des zones. Mais grosso modo, ça va être ça. Mais typiquement, à titre illustratif, un magasin qui est au centre de Paris, il peut couvrir tout Paris et quasiment même la petite couronne. Ok. Donc c'est assez large. C'est Après, très large. C'est sûr qu'on ne va pas livrer du coup d'un entrepôt e-commerce à Lyon jusqu'à Lille. On va rester sur bien sûr, la livraison du dernier kilomètre. C'est du local, c'est le dernier kilomètre, c'est important de le savoir. Il n'y a donc aucun risque financier à s'engager à utiliser Uber Direct. Il n'y a pas un contrat annuel à devoir signer. Aucun, il n'y a pas d'engagement de volume, il n'y a pas de loup. Parlons quand même des capacités de livraison. On a évoqué des chaussures, j'ai pris cet exemple-là, des courses. Est-ce qu'il y a une taille, un poids maximum ? J'imagine que oui, en posant la question. Oui, tout à fait. Du coup, sur la partie
Sur la flotte, entre guillemets, standard de la majorité de nos livreurs partenaires, on va aller jusqu'à 12 kilos. Ce qui est déjà pas mal en soi si on pense à du petit bricolage, de l'électronique, de la culture, des fleurs, des petits plans de course. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut livrer en dessous de 12 kilos. Et après, on a une flotte qu'on a appelée haute capacité, qui sont des livreurs qui vont avoir des vélos avec plus de capacité, avec un gros top case, potentiellement des sacoches, etc. Et donc, ils vont pouvoir aller jusqu'à 33 kilos. Donc, on va pouvoir livrer, disons... illustrativement jusqu'à un micro-ondes grosso modo. Et ça, c'est partout, déployé partout? Non, ça s'est déployé pour l'instant dans une 12aine de villes et on est en train de le déployer dans de plus en plus de villes en fonction de la demande. Ok. Merci pour cette présentation très claire de ce que propose Uber Direct pour les commerçants et on voit bien l'intérêt, c'est no cure no pay, donc il y a zéro risque à déployer l'offre. Justement, le déploiement de cette offre de Ship from Store qui s'adresse à la fois aux petits indépendants et aux grandes chaînes, c'est-à-dire que on peut avoir un maillage dense de magasins sur le territoire et déployer magasin par magasin quelque part cette option-là. Comment ça se passe le déploiement? Objectivement, est-ce qu'il y a des enjeux d'intégration technologique? Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est rapide? Comment vous accompagnez finalement les commerçants dans la façon avec laquelle ils vont appréhender ce système? Est-ce qu'il y a des formations? Bref, voilà, tu vois ce que je veux dire sur le déploiement. Tout à fait. Je dirais qu'il y a deux piliers dans le déploiement. Il y a la partie technologique, donc connecter le site e-commerce du commerçant à nos systèmes pour s'assurer que quand une commande est passée avec un choix de livraison, soit express, soit sur créneau, ça nous envoie une demande de livraison. Donc ça, il y a deux manières principales de le faire. Soit le commerçant a développé tout son site e-commerce vraiment en direct, c'est des outils maison, et dans ce cas-là, il se connecte à notre API de lui-même. Soit il utilise des solutions de marché, typiquement des CMS, OMS, DMS, toutes les briques e-commerce du marché. On ne dit pas les noms, mais tout le monde a compris. Oui, on pourrait donner des exemples, mais typiquement, s'ils utilisent, j'en sais rien, moi, un Shopify, un Bring, un Urbane, toutes ces briques qui existent, un Oracle, en fait, la majorité sont déjà intégrés à Uber Direct. Donc, dans ce cas-là, ils sont en général connectés à Uber Direct. Et donc, c'est assez rapide, finalement, de le mettre en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment la partie tech. Sachant que, d'ailleurs, on a aussi une version no-tech où c'est juste un site avec une sorte de tableau de bord où les commerçants peuvent faire des demandes de livraison. Oui, parce que s'ils n'ont pas de site internet et qu'ils sont au téléphone, ils peuvent malgré tout faire les livraisons. Exactement, pour de la commande par téléphone, pour des gens qui viennent en magasin physiquement mais qui ensuite préfèrent repartir sans leurs produits et se les faire livrer dans un deuxième temps. Donc il y a aussi cette version-là. Donc ça, c'est vraiment la partie qui permet de nous envoyer des demandes de livreurs finalement. Et après, il y a un deuxième pilier dans la mise en œuvre qui est toute la partie plus opérationnelle. Et ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, on va réfléchir avec chaque commerçant au parcours client qu'il veut mettre en place, à son parcours que j'appelle magasin, toute la partie préparation de la commande, et au parcours du livreur, et on va faire en sorte que les trois se parlent et se passent de la bonne manière. Donc, par exemple, un exemple, c'est de s'assurer que le livreur arrive quand la commande est prête, pour qu'il n'y ait pas d'attente démesurée du livreur. Dans l'autre sens, c'est du coup comprendre en magasin quand la commande va être préparée, comment, de s'assurer qu'il y a les bons outils aussi à disposition. Et du coup, là-dessus, comme on a pas mal d'expérience sur le sujet et qu'on a vu aussi beaucoup de choses de par tous nos partenaires, en général, on conseille nos clients sur la manière de mettre en œuvre ce service de la manière la plus fluide possible. Les retours que vous avez, c'est que la technologie, enfin non, pas la technologie, l'option de livraison, elle est activée très rapidement, elle est tout de suite utilisée, ça fonctionne bien. Alors oui, une fois que c'est live, entre guillemets, l'adoption est toujours très rapide et en effet, on a directement du volume et de la demande du coup de la part des clients, de nos clients. Je pensais initialement que ta question c'était est-ce que c'est vraiment hyper rapide de mettre en place cette livraison. Oui, alors j'allais dire ça dépend quand même un peu de chacun parce que forcément parfois ça demande un petit peu de temps de mise en œuvre, mais je dirais qu'en quelques semaines max c'est fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même activable très facilement. Complètement. Est-ce qu'il y a des besoins de formation ou alors c'est tellement finalement
inclus dans le parcours qu'il n'y a pas besoin. Est-ce que tu as des commerçants qui disent ouais très bien, mais moi finalement le ship from store je sais pas faire d'un point de vue opérationnel, ou alors finalement ils sont assez à l'aise avec ça? En général, c'est quand même assez intuitif. Après, on fait souvent une réunion un peu pour répondre aux questions et pour juste parler un petit peu de cette option avec les commerçants. On leur montre aussi les outils à leur disposition. Typiquement, ils ont un tableau de bord avec plein de données où eux peuvent suivre les arrivées du livreur, l'historique de leurs courses. Ils peuvent avoir accès aussi à des données, à pas mal de data qui leur permettent d'un point de vue opérationnel de voir si ils préparent les commandes dans les temps ou pas, s'ils ont besoin d'accéder à notre support, ils ont aussi accès via cette interface. Donc l'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'ils sont outillés et accompagnés, et puis de parler avec eux de comment ça va se passer quand le livreur vient prendre le colis en charge, d'avoir un échange avec eux, mais il n'y a pas trop de difficultés d'adoption. Peut-être un autre petit point que j'aimerais préciser. Là, du coup, on a parlé de ship from store avec un petit peu l'a priori que la commande, du coup, est forcément préparée en magasin. C'est pas toujours le cas parce que c'est vrai qu'on a aussi des enseignes qui ont pas forcément typiquement d'unification des stocks. Donc, leur site e-commerce n'est pas connecté au stock de chacun des magasins, qu'ils n'ont pas la possibilité, d'un point de vue informatique, d'utiliser le stock magasin pour une commande. Mais en fait, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas travailler avec nous. Ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est qu'ils continuent à préparer les commandes en entrepôt e-commerce parce que potentiellement aussi en magasin, les vendeurs n'ont pas le temps, enfin ça n'a pas été organisé comme ça. Sûr. Et ensuite, ils ramènent ces commandes e-commerce en magasin avec le réassort. Donc, il y a un flux finalement qui existe déjà. En général, il y a au moins 2-3 fois par semaine du réassort des magasins depuis l'entrepôt. Et nous, on vient ensuite faire le last mile, du coup, en venant chercher la commande en magasin. Donc ça, c'est pour des commandes avec des créneaux de livraison, Exactement. Pas pour une livraison immédiate. Exactement. Ça ne permet pas de faire du immédiat, mais ça permet quand même de livrer sur rendez-vous, ce qui est déjà très précieux du point de vue du client. Comment vous assurez le suivi? Vous avez un account manager qui s'occupe de chacun des clients. C'est organisé comment en interne? Oui, c'est ça, exactement. En fait, grosso modo, un client, il va être en contact avec 3 personnes principalement chez Uber Direct. Il va au tout début être en relation plutôt avec un commercial qui va du coup lui expliquer la solution, bien comprendre son besoin, se mettre d'accord sur le partenariat. Ensuite, on va avoir un chef de projet qui va suivre vraiment toute l'intégration et la mise en œuvre. Donc la partie à la fois tech et la partie aussi réflexion sur le parcours client, le parcours magasin, le parcours livreur, pour s'assurer qu'on fait du sur-mesure à chaque fois, qu'on active les bonnes options. Typiquement, est-ce que c'est de la livraison je sais pas, par exemple, quand on livre des médicaments, on va pas activer exactement les mêmes options de livraison que quand on livre des fleurs, par exemple. Donc on va avoir des options de sécurité différentes, on va avoir un parcours un peu différent. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont live et que ça fonctionne, là, ils vont avoir un account manager qui va en effet suivre le compte dans la durée. Dernière question peut-être, la facturation, c'est mensuel, automatique? C'est ça. Tu mets ta carte mensuel. Ou Ça peut être par carte et sinon par prélèvement SEPA pour la majorité de nos clients. Je suis désolé, je pose des questions très concrètes, mais en fait, c'est les vraies questions. Ça peut être par carte bleue. Typiquement, sur la version tableau de bord, si là, tu voulais t'inscrire et nous faire une première demande de livraison, tu pourrais en max 5 minutes créer ton compte, rentrer ta carte bleue et commencer à faire des demandes. Marion, est-ce que j'ai oublié de te poser des questions ou est-ce qu'il y a des points hyper importants à côté desquels on serait passé? J'ai l'impression qu'on a bien couvert le sujet. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de la question. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression. Écoute, merci beaucoup pour la qualité de cet échange et merci pour nous avoir expliqué un peu la proposition de valeur, pas qu'un peu en fait, mais bien en détail la proposition de valeur. Et avant ça, de nous avoir un peu partagé, après ton parcours professionnel, ta vision du marché. Effectivement, on voit bien tous les enjeux d'omnicanalité et de commerce unifié qui se présentent à nous, consommateurs, mais aussi et surtout aux commerçants. Je vais remercier également le One-to-One Retail e-commerce pour la participation, le support au podcast Les Digital Doers. Et puis surtout, mes chers auditeurs, merci à vous pour votre fidélité. Merci pour les messages d'encouragement. Si vous êtes intéressés pour rencontrer ou rentrer en contact avec Marion, je pense que c'est LinkedIn, tu me trompes? Non, oui, je me LinkedIn, trompe pas. C'est le plus simple. Voilà, merci encore à toi Marion, et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Cyril, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, et à bientôt. À bientôt.